Mais ce n'est pas pour rien que Miranda est là, c'est juste pour analyser. Et on ne va pas prendre les gens de manière artisanale. Il faut qu'on tienne compte d'un profil, d'un background. Et c'est ça, justement, la spécificité de cette nouvelle Donc, on retient sur ce plateau, Nobe Yamba Yamba, aucun bilan. Non, le bilan à mettre est à fantastique. Regarde, du gouvernement Soumino 1. Regarde. Ne soyons pas émotionnels. Lorsqu'on est intellectuel, et moi, quand vous m'avez appelé parce que je suis avec Paty, j'estime que c'est un gars qui a une bonne formation. Et que nous pouvons discuter en y amenant des nuances. Parce que lorsque on est intellectuel, non, un instruit en vrac, on n'apporte pas des nuances. Mais les nuances que je vous demande, ce n'est pas avoir un raisonnement radical. Un raisonnement dit où on a réussi, où on a échoué. Non. Lorsque vous faites une évaluation, il y a des secteurs qui réussissent, il y a des secteurs qui peuvent avoir des petits soucis. Encore qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que voilà, on a échoué parce que nous ne sommes pas à la fin du mandat. Excusez. Parle-nous-en. Quels sont les secteurs qui ont pu bien fonctionner sous Soumino 1? Qu'est-ce qui serait prioritaire, selon vous, à ce moment? D'abord, la quintessence du gouvernement. C'est quoi le gouvernement? Vous avez esquissé ici la quintessence d'un gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement? C'est pour gérer la cité. Gérer la cité, pourquoi? Pour le bien-être de la population. Le gouvernement Soumino 2 sera égal au gouvernement Soumino 1. Le gouvernement Soumino 1 est égal au gouvernement, celui qui est au Sénat, c'est Sama Lukonde. Sama Lukonde, ce gouvernement a été égal au gouvernement de Papa Ilunga Ilunkamba. Ça veut dire la faillite totale. C'est-à-dire rien n'a changé. Ça veut dire la faillite. Rien ne change pour les Congolais. Au contraire, la situation s'empire. Pourquoi ça ne change pas? Mais suivez-moi. Vous ne l'avez pas coupé. Laissez-moi développer. Parce que le problème de nous, Congolais, le problème, c'est nous sommes souvent malhonnêtes. Malhonnêtes intellectuellement. La malhonnêteté intellectuelle, on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, le fanatisme. Troisièmement, peut-être qu'on entend quelque chose, donc on améliore l'air. Non. Le gouvernement des Soumino aurait dû être défait, démis le 27 janvier de cette année. Et vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
La République démocratique du Congo reste debout malgré les visées hégémoniques, voire expansionnistes de pays voisins, à l'instar de l'Ouganda et du Rwanda, et même de tous les autres voisins qui sont de potentiels ennemis de notre pays. Mais faisons attention à nos actions, à nos décisions et à ce que nous faisons pour ne pas frôler les pires et participer à ce projet macabre, funeste, que gardent nos pays voisins et même le multinational. Au travers de ce numéro, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Nous allons analyser de fond en comble le grand sujet d'actualité, les sujets qui agitent la République démocratique du Congo. L'actu est brûlante. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de vous donner les meilleures des analyses possibles. Avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau, nous parlerons de ce gouvernement tant attendu, le gouvernement resserré et d'ouverture, comme le chef de l'État l'a promis. Eh bien, c'est un gouvernement de tous les enjeux, de tous les dangers. Quel défi le prochain gouvernement devra-t-elle relever? Les défis sont immenses. Est-ce un gouvernement qui saura faire barrer la route pour répondre à tous les enjeux de l'heure? Nous parlerons également du procès contre l'ancien président Joseph Kabila, deuxième audience qui s'est tenue c'est jeudi 31 août devant la cour militaire de Kinshasa. Joseph Kabila qui ne s'est pas toujours présenté, moins encore par ses avocats. La deuxième audience s'est apesantue sur les éléments de preuve, et la cour militaire a balancé la récente vidéo, la vidéo de Joseph Kabila en Afrique du Sud, vidéo ou interview accordée en anglais mais traduite en RDC par l'intelligence artificielle. Nous allons également parler des Doha. Quelles sont les véritables chances pour sortir de l'auberge? Ce sont là le grand menu que nous allons dérouler dans dans une fraction de seconde avec nos invités. Merci de nous choisir. Bon week-end à toutes et à chacun. Sur ce plateau, on a reconduit les duos, le même casting de la fois passée, comme vous l'avez suggéré. On a l'immense bonheur et plaisir d'avoir sur ce plateau Patrick Katanga. Merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de votre plateau d'aujourd'hui. Salut également et les spectateurs qui vont nous suivre, notamment ceux qui sont à la diaspora. Et à ma gauche, on a le panafricaniste Norbert Yamba. De plus en plus, ses analyses touchent une couche beaucoup plus cosmopolite, et même au-delà même de frontières nationales. D'abord, merci. Merci GDO pour nous avoir invités. Je voudrais également saluer Petit Katanga qui est avec moi. J'estime que le devoir le plus fondamental que le nôtre, c'est de réfléchir pour donner des inputs, des alternatives qui permettent aux autorités de prendre des décisions stratégiques qui vont dans le sens de booster la République. Donc, ce serait une occasion importante que cette discussion soit intéressante, pour que ça serve à quelque chose. La tentative de la réécriture de l'histoire de peuples africains auréolés des victoires et des succès par l'homme blanc, est-ce quelque chose qui nous rattrape aujourd'hui? À quel niveau l'Africain s'est écarté de sa véritable mission? Est-ce que l'Africain, particulièrement, s'est-il écarté de sa spiritualité? Quelle est notre véritable spiritualité en tant que peuple? Vous savez, Gédéon, chaque peuple, vous avez les Africains subsahariens, vous avez les Arabes, vous avez les Chinois, les Indiens, les Européens. Chaque peuple a réussi des héritages de César
arrière-parents. Et donc, ses ancêtres, allais-je dire. Et donc, chaque peuple qui voudrait bondir et rebondir doit pouvoir se référer des héritages traditionnels. Malheureusement pour nous, avec la traite négrière, commencée par les Arabes au 7e siècle, ils sont en Afrique, ça va faire 14 siècles. Vous avez les Européens à partir du 15e siècle. Ils ont ramené la religion, ils ont ramené l'éducation, ils ont ramené la politique. Et l'effort qui a été fait, c'est de nous convertir à leur vision pour que nous puissions plus fonctionner comme Dieu nous a envoyés. Et donc, ça date de 6 siècles. Et vous savez, avec la religion, ce sont des croyances importées. Avec l'éducation, c'est leur programme, c'est leur vision, etc. Avec la politique, c'est leur schéma, leur valeurs et compagnie, etc. Et aujourd'hui, y a-t-il des efforts qui sont faits pour nous connecter à cette essence? Mais écoutez, aujourd'hui, il y a des grands efforts. En commençant d'abord par tous ces Africains qui ont été déportés. Ils étaient dans l'ordre de 300 à 500 millions aux Amériques, aux Caraïbes, etc. Des gens comme Marcus Garvey, des gens comme William Du Bois, etc., qui sont des grandes personnalités. On a l'impression que ce sont des efforts qui se sont arrêtés pendant un certain moment. Non, mais écoutez, Napoléon, la première défaite de Napoléon, ça a eu lieu dans les années 1891, c'est en Haïti. Et c'est Toussaint Louverture, qui sont des personnes qui venaient récemment d'Afrique. Vous voyez, ça ne s'est pas arrêté. Vous avez les Kwame Nkrumah, vous avez le Mumba, vous avez les Sékou Touré, vous avez les Sankara, vous avez les Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons une génération. Ça date depuis des décennies. Aujourd'hui, nous avons une génération. Quelle est notre responsabilité contemporaine? Mais la responsabilité contemporaine, c'est de dire il faut quitter la réaction, il faut aller dans la direction d'une révolution. La réaction suppose que, bon, ce sont eux qui nous font ceci, ce sont eux qui nous font ceci, mais il faut proposer des alternatives, il faut avoir un projet, il faut avoir une offre. Et l'offre suppose que nous devons avoir les possibilités de construire une dynamique économique. Parce que depuis qu'on a eu l'indépendance politique, encore qui n'est du reste pas une indépendance, il nous est resté un grand défi, un grand challenge qui repose sur l'économie. Et c'est cette économie qui fait de nous des subordonnés, des dépendants, etc. Et l'Occident sait qu'il n'est plus là, mais il a au moins le géol, il a au moins la prison économique. Les grandes puissances mondiales le sont d'abord du point de vue économique. Même lorsqu'on parle du G7, ce sont des pays qui se réunissent essentiellement pour parler économie, à part la Russie qui a rejoint plus tard en raison de son influence politique. Tout à fait. C'est comme ça que vous allez voir, dans presque tout pays où il y a insécurité, on va s'attarder trop sur la politique, mais c'est vrai que la politique peut guider. Mais le plus grand problème, c'est que tous ces conflits sont générés par des questions économiques. Parce que la libération politique a laissé asseoir un ancrage économique. Merci. Et tant qu'on n'aura pas véritablement trouvé solution autour de la question économique, encore que bon, nous n'avons pas des offres par rapport à ça, nous vivons de la subsistance, nous vivons de l'exploitation brute de ce qu'ils font, et ils ramènent chez eux, ils produisent des richesses, ils produisent des emplois, et nous avons les yeux que pour regarder. Donc, nous devons avoir notre propre génie qui nous permettent de générer des alternatives autour des technologies, autour des industries, pour transformer tout ce que nous avons comme potentialité. C'est comme ça qu'on va construire une dynamique autour des richesses, et ces richesses vont être affectées dans les différents secteurs de la vie nationale. Merci beaucoup. Vous voyez, vous avez compris, lorsqu'on pose ce genre de questions à Norbert Yamba, c'est des chaînes. Ce sont des questions qu'il préfère tant aborder, son domaine de prédilection. Pati Katanga, pourrions-nous ou peut-on survivre dans un tel espace géopolitique sans une véritable spiritualité? Une spiritualité véritable et profonde. Je dis, monsieur le journaliste, je suis cartésien. Hein? Et donc,
Ah oui, peut-être que c'est un défaut. Mais la logique cartésienne me guide. Si je veux juger... Vous vous laissez guider par la logique. Oui, je pense. Les sociétés qui se sont fait guider par la logique, ce sont les sociétés les plus puissantes aujourd'hui. Je reste factuel. Et je constate que les sociétés cartésiennes, ce sont les sociétés qui sont en train de dominer le monde aujourd'hui. Les États-Unis, la France, le Japon, la Chine. Les sociétés qui sont restées dans la logique cartésienne. Maintenant, on peut appeler ça Confucius. Maintenant, on peut appeler ça Jésus-Christ. Et société chrétienne. Maintenant, on peut appeler ça comme on veut Bouddha. Mais au moins, il y a une logique. Mais vous êtes d'accord avec moi, Pati Katanga, que la logique ne sort pas du vide? Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Parce que vous n'avez aucune preuve physique à me brandir. Aucune preuve physique. Moi, je suis factuel. Moi, je suis matérialiste. Donc, cogito ergo sum. Je pense donc j'existe. Je palpe ce qui est physique, ce qui est matériel. Quant à ce qui n'est pas matériel, quant à ce qui n'est pas physique, je laisse cette responsabilité à ceux qui peuvent penser qu'il y a un autre monde qui nous commande. Pour notre société aujourd'hui. Je suis très, 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 très critique à l'égard de notre société contemporaine. Laissez nos ancêtres calmes. Laissez-les giser dans leur tombe calmement. Nous ne sommes pas la représentation de nos aïeux. Comment alors expliquez-vous la dégrégolade de l'économie alors florissante sur le continent et face à l'incertitude du lendemain? Comment vous justifiez tout ceci? Nous sommes perdus, non? Enfin, je suis trop cruel. Mais moi, je préfère faire d'abord l'auto-jugement, l'autocritique. Moi, je suis de l'école de la pensée marxiste. Et dans l'école de la pensée marxiste, la première chose qu'on vous apprend, c'est la pensée critique. C'est la pensée critique. C'est de savoir critiquer. Nous sommes perdus. À quel niveau nous sommes justement perdus? Nous sommes en perdition. Nous n'arrivons pas à dire que nous sommes en perdition. Et nous voulons invoquer nos ancêtres. Non. Elles sont, enfin, on peut appeler ça valeur. Mais nous sommes des mafieux. Nous sommes des corrompus. Nous sommes attachés au détournement de fonds. Nous sommes dans la prostitution. Nous sommes dans tous les égarements. Il y en a partout. Il y en a pas, je ne suis pas encore exhaustif. Nous sommes dans tous les égarements. Nous sommes perdus. Commençons par dire que nous, la société contemporaine congolaise, nous sommes perdus. Quand nous dirions que nous sommes perdus, nous allons commencer à esquisser les causes de notre perdition. Nous allons commencer à esquisser les causes de notre perdition afin d'imprimer les corrections qui faillent. C'est comme ça qu'une société avance. Vous savez, d'autres pays ont connu pire que le Congo. Hein? La Chine a été occupée par les Japon. Donc, Pati Katanga, vous ne reconnaissez pas le génie africain dont parle Pati Katanga et Norbert Yamba. Je ne veux pas mélanger tout. Le génie africain, ça veut dire quoi? Ça se traduit quoi pour le Congo? Ça se traduit en quoi pour le Congo? D'autres sociétés africaines avancent. D'autres pays africains sont en train d'avancer. Notamment l'Afrique du Sud, le Ghana, et le Bénin, le Sénégal. Bravo. Mais la mienne, la société à laquelle j'appartiens, et les Congolais, celle-là n'avance pas. Donc pour vous, celle-là, elle se perd. L'invisible ne vous dit rien. L'invisible, le spirituel, tout ça ne vous dit rien. J'ai dit que j'étais cartésien. J'ai dit que j'étais matérialiste. J'ai dit que ergo sum. Je pense donc j'existe. Si vous voulez évoquer les esprits, ça veut dire que vous voulez nous dire, nous, Congolais. Je préfère parler du Congo qui est plutôt l'Afrique. Notre perdition, ce sont les esprits qui ont la responsabilité. Et puis les Africains, les Congolais en particulier, c'est la responsabilité des autres. Ça me révulse. C'est les autres, c'est l'Occident. J'ai esquissé ça dans les langages de mon co-débatteur. C'est l'Occident. Certes, ils ont une part de responsabilité. Mais la grande partie de la responsabilité de notre dérive, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes la plus grande responsabilité de la dérive que connaît le Congo. Ce sont les Congolais. Lorsque nous allons faire le diagnostic de la dérive, nous aurions compris quelque chose pour avancer. Mais tant que nous resterions en position victimaire, nous sommes victimes des Occidentaux. Nous sommes victimes. Maintenant, les Occidentaux sont en train de quitter l'Afrique. C'est la Chine qui vient maintenant nous prendre comme esclaves. Les Indiens derrière.
Combien de temps sérieux nos esclaves? Nous avons été esclaves des Européens. Maintenant, c'est la Chine qui est en train de nous soumettre. Les Indiens sont derrière la Chine. Et même les autres pays d'Asie arriveront ici pour nous prendre en esclavage. On peut se poser des questions, non? On peut se remettre en cause. Nous sommes responsables. Est-ce que Tolina a causé la baoum? Commençons à nous poser la question plutôt de dire il y a des esprits quelque part auxquels nous devons croire. C'est les esprits là qui doivent faire quelque chose. Non, je reste matérialiste, je reste factuel. Tout à, mais les spirituels nous permet dans un tel espace de justement répondre à notre mission. Les spirituels nous connectent à notre véritable essence pour coordonner et imposer la loi dans un tel espace. Les avis sont partagés sur ces sujets. Ce n'était que pour ouvrir les débats. C'est philosophique. Quand vous dites spirituel, c'est philosophique et ça n'engage que vous. Mais moi, j'ai dit que spirituel, c'est chacun dans le cadre privé. Dans le cadre strictement privé. Moi, je suis croyant. Je suis croyant. Moi, je fais la prière. Mais je ne l'impose à personne. Ma prière, c'est ma communication avec mon Dieu à moi. Je me fais cette prière en privé et dans le secret absolu. Mais je suis politique. Sur la place politique, sur les idées politiques, je reste cartésien. Je trouve que notre société est en dérive. Et si cette société est en dérive, c'est à cause de nous, pas à cause des autres. Nous devons nous remettre en cause afin d'esquisser les solutions à nos problèmes. Très bien. Juste un mot pour dire que je suis très content de la conclusion de Paty lorsqu'il dit « nous devons nous remettre en cause ». La remise en cause. Et la remise en cause suppose que, en faisant une sorte d'autopsie, d'auto-évaluation, on se rend finalement compte que nous ne sommes pas ce que nous devions être, nous sommes ce que les autres auraient voulu que nous soyons. Et ils auraient voulu que nous soyons en nous important ce qu'ils lui appellent la prière, envers son Dieu, qui n'a jamais vu, qui, visiblement, a été importé par des personnes dites révélées. Première chose. Deuxième chose, il dit que nous devons nous remettre en question. Mais nous remettre en question suppose le type d'éducation que nous avons. Quel type d'éducation nous avons? L'éducation, il faut... Quand il s'agit de nous remettre en cause, c'est à tout le niveau. Oui, et quand il dit... je suis marxiste, je suis matérialiste. Il grimpe sur les idées des autres. Et ça fait longtemps que nous sommes en train véritablement de répéter, de réciter ce genre de choses. Et nous n'avançons pas. Combien et d'ailleurs, Paty, sincèrement, regardez le nombre de millions d'intellectuels, de millions d'universitaires que nous avons. Quel est l'impact? Lorsque vous mesurez l'impact par rapport au boostage du pays, c'est tout un problème. Combien de marxistes nous avons? Et même quand vous allez dans l'université, vous allez voir, il y a des marxistes, il y a des léninistes, etc. Les gens se divisent au regard des idées des autres. Et pourtant, nous avons une histoire glorieuse. Cette histoire glorieuse date de l'Égypte antique. Nous ne disons pas l'esprit. Ah non! D'ailleurs, à 1236, nous étions une puissance à travers le monde. Et une puissance scientifique. La première université. Non, mais il faut connaître son histoire. Il faut connaître son histoire pour savoir recadrer le processus. Nous avons, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible que nous devenions comme les Américains, comme les Chinois, comme etc. Mais il ne faut pas dire, on peut devenir comme les Américains parce qu'ils ont véritablement tenu compte de leur spiritualité authentique. Nous ne sommes pas parce qu'ils nous ont fragilisés, vulnérabilisés, dans le sens que nous puissions quitter notre dynamique interne. Mais alors maintenant, si nous posons ces questions, en nous remettant en question, à ce moment-là, nous allons chercher nos pieds. Un arbre fut-il un baobab? Sa racine tombe. Un arbre ne peut pas grandir sans racines. Nous grandissons, nous sommes coupés de nos racines. Il faut revenir au point de repère. Et c'est comme ça que les Chinois ont fait. Les Chinois étaient une puissance comme l'Afrique. Mais vous l'avez dit, ils ont été attaqués par les Japon, compagnie, etc. Et vous savez la tactique? La tactique, c'était de ramener la religion, les prêtres, les pasteurs, les imams, etc. Et les Chinois n'ont pas mordu la maison. Vous vous rappelez que dans l'histoire, il existe ce qu'on appelle les chrétiens de riz. Les chrétiens de riz, ce sont des... Quand il y avait disette en Chine, écoutez, les prêtres amenaient un peu du riz pour donner aux gens qui acceptaient d'avoir le baptême. Donc,
Ce n'est qu'en 1929, il y a une révolution paysanne. En 1949, les Chinois ont refait la révolution culturelle où ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres. Ils ont chassé les pasteurs et les imams dont il prie et il croit qu'il est en train de prier Dieu, etc. Et donc, nous devons, nous aussi, au nom de la loi des deux vérités contraires, la loi des deux vérités contraires, c'est justifié par un grand penseur juif naturalisé français, Edgar Morin, qui dit que deux cultures peuvent être, n'est-ce pas, ensemble. Mais chaque culture a ses valeurs. Et donc, comme chaque culture a ses valeurs, écoutez, chaque culture doit respecter la culture de l'autre. Et l'Occident, il a cru qu'il avait un idéal civilisationnel. Et donc, tout le monde doit faire comme lui. Et c'est comme ça que tous nos petits intellectuels pensent qu'en citant Bertrand, en citant Karl Marx, en citant Edgar Morin, donc on aura déjà terminé le débat. Or, c'est pas ça. Dans le sujet... Malheureusement, ces sujets vous divisent sur ce plateau. Qu'est-ce qui faisait la puissance de l'Égypte antique? En une minute, vous allez conclure et avant de prendre le premier sujet d'actualité. Les puissances ont été toujours bâties sur la créativité, sur l'innovation. L'Égypte antique était une Égypte qui créait. Regardez les pyramides. C'était une Égypte qui créait. C'est l'innovation. C'est les génies des Égyptiens de l'Égypte antique. Il faut saluer. Et je salue cela. Mais je m'inscris en faux camp. Quand est-ce que je m'inscris en faux? Dans la thèse selon laquelle ce sont les autres. Il venait de le dire ici. L'essence de la formation qu'ils nous ont donnée. Et c'est la formation universelle. Les mathématiques, c'est ce qu'on apprend au Japon, c'est ce qu'on apprend en Chine, c'est ce qu'on apprend en Indonésie. La physique, la science, c'est ce qu'on apprend partout. C'est cette science-là qui fait développer les autres. Le génie. Non, s'il vous plaît, non. Les génies. Je ne vous ai pas coupé, il n'y a pas de génie là-dedans. Nous sommes égarés. Non. Le problème, pourtant, vous avez parlé du génie. Non, j'ai dit les mêmes mathématiques apprises ailleurs leur permettent de se développer. La même science apprise ailleurs. Et pourquoi pas nous? Laissez-moi, non. Laissez que les téléspectateurs comprennent. Je me suis tué. Acceptez la contradiction. Oui, non. Nous, ici, vous voulez dire que dans notre formation... Les mêmes solutions peuvent marcher ailleurs, mais pas dans notre environnement. Pourquoi? Non. On nous a pas pris. L'éducation occidentale que j'ai eue et dont je suis fier d'avoir eu, ne m'a pas enseigné les détournements de fonds, ne m'a pas enseigné les antivaleurs, ne m'a pas enseigné les viols. Mon éducation à moi, c'est l'éducation universelle qu'on donne à tous les enfants du monde. On ne les renseigne pas. On ne les renseigne pas des antivaleurs. Nous avons épousé les antivaleurs. C'est là qu'il y a notre propre responsabilité, nous, Congolais. Nous sommes écartés de ce qu'on nous a appris à l'école. Les meilleurs professeurs d'université qui quittent les États-Unis et l'Europe, ils arrivent ici, ils se foutent dans les détournements de fonds. Dites-moi, ça c'est l'éducation européenne ou l'éducation américaine? Non, ça c'est les Congolais. J'allais dire les génies Congolais. Ils nous ont contaminés. Non, attendez. Non, nous ne nous avons pas contaminés. Arrêtez de vous victimiser à tout instant. Moi, je ne veux pas être victime alors que je suis au même titre que les Européens, au même titre que les Américains. J'ai appris dans leurs écoles. Sortons de la victimisation de l'Afrique. Remettons-nous en cause, nous les Congolais. Nous ne sommes pas victimes. Nous sommes nous-mêmes cupides. Nous sommes victimes de notre propre cupidité. Lorsqu'on détourne les fonds ici, c'est les Européens qui vous disent de détourner. C'est les Américains. Lorsque vous prenez l'argent du Congo, vous le placez dans les paradis fiscaux. C'est d'ailleurs dénoncé par aussi d'autres Congolais. Ça, c'est les Américains qui vous envoient faire ça. Lorsque l'argent où vous pouvez construire votre armée, un outil de défense pour défendre votre pays, l'argent est détourné. Ça, c'est les Européens, ça. Ça, c'est la responsabilité des Américains. Non, ça, c'est nous, les Congolais. Nous devons nous remettre en cause. Ce n'est pas notre éducation, l'éducation occidentale. C'est nous. Nous nous sommes égarés. Nous devons nous remettre en cause que cet égarement a des causes, notre cupidité. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut une remise en question. Une remise en question sur tout le plan. Cela est important. Peut-être on aura organisé une autre émission sur ce sujet. Je m'excuse, juste une minute. Vous allez le faire dans votre temps d'antenne. Vous savez, Paty. Vous allez le faire dans votre temps d'antenne. Nous devons déjà ouvrir le premier sujet. Je m'excuse, je risque de tout perdre. Une minute, s'il vous plaît, et vous allez être soustraire dans mon temps d'antenne. Ça sert à rien. Non. Il ne me convainc pas. Parce que je suis cartésien. Lui dit que c'est notre faute. Il peut ne pas vous convaincre, mais il y a un large public qui nous regarde et qui peut être subjugué par les idées qu'il développe. C'est notre faute, les détournements, ceci et cela. Est-ce que vous savez qu'en 1960, en
Vous n'avez que 30 secondes pour conclure. En 1960, pour diviser les Congolais, la Belgique a voté un budget de 7 millions d'euros à l'époque, l'équivalence de francs belges à l'époque, juste pour corrompre la classe politique congolaise. Vous savez que la corruption... Lumumba a refusé. Lumumba a refusé, non, cette corruption-là. Ça, c'est la première chose. Lumumba a refusé. Nous acceptons la corruption. Lumumba a refusé. Lumumba a refusé. Cet épisode-là, Lumumba dit non. Excusez. Les politiciens d'aujourd'hui, ils sont tous corrompus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sois galant quand même. Sois galant parce que le débat est fondamentalement intellectuel. C'est les autres, les responsabilités de notre dérive, c'est les autres. Non, ça personne. Non, ce n'est pas ça. Ça personne. Savoir faire l'autopsie de la situation. Savoir faire la radiologie de la question. Ce n'est pas se victimiser. Savoir dégager les éléments qui entrent en ligne de compte, qui font aujourd'hui la faiblesse de l'Afrique. Et c'est très important. Et nous vous disons que tant qu'on n'aura pas compris que la religion a impacté, l'éducation a impacté, le système politique a impacté, à ce moment-là, on n'ira nulle part. C'est cela la question. Alors maintenant, quand on aura compris cela, on cherche des offres, on cherche des alternatives. Qu'est-ce que nous faisons à la place de la religion? Qu'est-ce que nous faisons à la place politique? C'est l'homme qu'il faut changer. C'est l'homme qui pose problème. Non, c'est l'homme. L'homme congolais pose problème, monsieur. Vous prenez un fou, vous le mettez sur un trône. L'homme congolais pose problème. Cela ne va se transformer. La religion ou l'éducation. J'ai la parole, s'il vous plaît. Vous prenez un fou et vous le mettez sur un trône royal. Le trône ne va se transformer qu'en une simple chaise en bois. Et si vous prenez un roi, vous le placez sur un arbre, eh bien l'arbre se transformera à ce moment-là en un palais royal. Donc ce n'est pas la chose qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la chose. Mais l'homme doit être authentique pour avoir la capacité nécessaire pour générer des alternatives pour pouvoir arranger là. Regardez, il y a des micros ici, ça se fabrique. Hein. Vous croyez que si on n'a pas volé l'argent, on va fabriquer les micros gratuitement comme ça? Merci. On va changer les niobium, on va changer les lithium comme ça, si on n'a pas un génie pour générer des alternatives. Ouais. Ah mais non, le gouvernement, c'est pas pour rien que nous avons un budget de 18 milliards, etc. Et pourtant la France a 3 000 milliards de produits intérieurs bruts. Parce qu'il utilise la technologie, il utilise son génie, il utilise tout ce qu'il y a comme atout naturel. Nous devons tenir compte du temps, s'il vous plaît. Il y a des sujets que nous devons aborder avec votre concours, bien entendu. Les thématiques ont été données et nous devons maintenant les développer. On parle du gouvernement resserré et d'ouverture, comme le chef de l'État l'a promis lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Ce gouvernement attendu devra répondre aux défis majeurs que connaît notre pays, et surtout la question principale de sécurité dans l'est du pays. Allez, la première question avec Norbert Yamba. Quelle est la nécessité et l'urgence de voir un nouveau gouvernement dit d'union nationale, un gouvernement resserré et d'ouverture pour répondre aux défis et aux enjeux actuels de notre pays? Merci beaucoup. Je crois qu'il est important, lorsque on met en place une organisation, on doit pouvoir faire une évaluation. Et à tout moment, lorsqu'on estime qu'il y a des faiblesses, il faut chercher comment corriger, comment réajuster, etc., pour permettre à ce pour que la République soit oxygénée. Je voudrais saluer le président de la République par rapport à cette option. Quand vous regardez le Mali, avec le gouvernement des panafricanistes aujourd'hui, etc., est arrivé au pouvoir, est en train de vouloir se battre contre l'insécurité. Mais à un moment donné, les gens commencent à se dire, mais oui, on se bat contre l'insécurité, mais notre alimentation, notre santé, est-ce que notre logement, les gens commencent à se poser ces différentes questions. Ça veut dire en fait que les gens voudraient qu'au même moment que l'on se bat pour la sécurité, encore que la sécurité n'est que sécurité, que lorsqu'il y a du pain, il y a la paix, il y a du pain, etc. Donc il faut combiner les deux. La capacité de répondre aux préoccupations de la population, dont la sécurité, mais il ne faut pas simplement isoler la sécurité pour dire non, nous nous occupons de la sécurité, on verra le reste après. Et le président de la République qui a mis en place
un gouvernement de l'Union sacrée et qui regarde la persistance d'un certain nombre de préoccupations, aurait souhaité apporter un peu de réchange, un peu de boostage, etc., pour permettre à ce que, véritablement, on apporte des solutions tant soit peu à notre peuple. Donc, urgence ou pas, j'estime que pour l'instant, même s'il faut continuer les discussions avec les rebelles, avec l'opposition, etc., on peut aujourd'hui, on va pas mettre la situation d'aujourd'hui au frigo. On a besoin que cette situation soit sur la table et on essaie de chercher des solutions intersappées. Alors c'est comme ça que le président pense. En ayant un regard même par rapport aux autres qui n'ont pas été avec nous, qui peuvent véritablement accepter d'y participer, on peut construire une intelligence collective qui permette d'apporter des solutions de performance qui puissent avoir un retentissement sur notre population. Donc, cela n'exclut pas que les contextes changent, parce que toute solution vient en fonction du contexte. Si les contextes changent, eh bien, on essaie d'harmoniser les choses, on essaie d'adapter les choses en fonction du contexte. Mais on ne peut pas passer à Souminois 2 sans évaluer Souminois 1. Aujourd'hui, on veut passer à un gouvernement remanié, un gouvernement d'ouverture et resserré. Quelle aura été alors la plus grosse faiblesse du gouvernement Souminois 1? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez faiblesse dès lors que bon, l'évaluation n'est pas faite. Parce qu'il y a un dicton qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne, dans la mesure où le remaniement devient un impératif ou sinon une nécessité. C'est-à-dire il y a des choses qui ont été relevées qui n'ont pas permis le fonctionnement harmonieux de ce gouvernement pour répondre aux attentes pressantes de la population. Les attentes sont toujours permanentes et récurrentes. Maintenant, il faut s'interroger sur l'efficacité de l'action. Et l'efficacité passe par des grandes réformes institutionnelles, des hommes et des femmes intègres qui combinent l'énergie et l'honnêteté. C'est très important. Et donc, tous ces éléments faisant combine, on peut faire une analyse. Parce que vous dites, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais dans l'équipe, il peut y avoir aussi des oranges pourris, pourquoi pas. Mais celui qui peut percevoir ça, c'est celui qui les a nommés, qui fait une analyse, qui discute avec lui, qui sait évaluer c'est pas, la capacité de tout un chacun. Et quand il estime que, au regard de l'analyse qui a été faite, maintenant ou jamais, il y a moyen de faire un réaménagement. Et pourquoi pas ne pas le faire? Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quand vous dites Soumina 1, Soumina 2, il faut faire l'évaluation compagnie, etc. Bon, est-ce que vous avez entendu le président vous dire Soumina 2, etc. Donc, nous allons entendre les résultats de ce qui représente, n'est-ce pas, des différents changements qu'il veut apporter. Non, ce n'est plus un secret pour personne. On parle bien d'un remaniement, à moins que cela change en dernière minute. Oui, mais, pour l'instant, oui, il est question d'un remaniement. Tout à fait, mais... C'est-à-dire on reconduit Souminois et on va juste... Le problème n'est pas là. Permettez ou changer. Ce n'est pas la personne de Souminois. On peut reconduire Souminois. Mais il y a des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions, qui partent sur des causes structurelles, des causes profondes. Et celui qui est habilité naturellement à faire cette analyse, c'est le président de la République. Mais non, l'action du gouvernement doit profiter au peuple. Moi, je suis ce peuple-là. Je fais partie de cette population qui doit bénéficier de l'action gouvernementale. Oui. Donc, le peuple est observateur. Oui. On sait évaluer, on sait comprendre qui a fait quoi. Quelle aura été la grosse faiblesse de ce gouvernement? C'est une question simple que je vous pose. Non, mais écoutez, la faiblesse, en tout cas pour l'instant, il y a des problèmes sérieux, je pense, au niveau de la capacité des acteurs à construire une dynamique réformatrice. C'est très important et je crois qu'on en a besoin, indépendamment de la question de la sécurité. Mais là, le président de la République pense, au-delà de l'équipe qui a été mise en place, qu'il a fait déjà un travail parce qu'on n'a pas disparu.
Il faut accueillir le monde d'aujourd'hui sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier. Et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté en son temps toutes les possibilités humaines. On n'a pas disparu. On a tenu bon. C'est qu'il y a un travail qui a été fait à la base. Maintenant, parce qu'il y a persistance de la crise, on s'est dit, oui, s'il faut y avoir une ouverture qui permet que les autres s'intègrent dans la dynamique, je crois qu'on aura une somme d'intelligence qui construirait la performance en termes de résultats. Merci. C'est cela la préoccupation. Mais on ne va pas dire, parce que ça n'a pas marché, on fait le bilan et ça devient mathématique. Ah non, la société est faite de mutations. Et chaque contexte appelle de réponses. Et ces réponses peuvent être innovantes ou traditionnelles. Merci. Voilà. On est en train d'évaluer ce qui a été soumis à 1 parce que l'action gouvernementale doit profiter au peuple. Mais on est en sécurité. Ça, ce n'est pas que on est en sécurité l'apanage ici. du chef de l'État. Ça ne dépend pas que du chef de l'État pour savoir si tel ministre ou tel autre n'a pas bien fait son travail. Pati Katanga, je suis avec vous. Qu'est-ce qui serait prioritaire selon vous à ce moment? D'abord, la quintessence du gouvernement. C'est quoi le gouvernement? Vous avez esquissé ici la quintessence d'un gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement? C'est pour gérer la cité. Gérer la cité, pourquoi? Pour le bien-être de la population. Gouvernement soumis-moi 2 sera égal au gouvernement soumis-moi 1. Gouvernement soumis-moi 1 est égal au gouvernement, celui qui est au Sénat, c'est qui Sama Lukonde. Sama Lukonde, ce gouvernement a été égal au gouvernement de Papa Ilunga Ilunkamba. Ça veut dire la faillite totale. C'est-à-dire rien n'a changé. Ça veut dire la faillite. Rien ne change pour les Congolais. Au contraire, la situation s'empire. Pourquoi ça ne change pas? Mais suivez-moi. Vous ne l'avez pas coupé. Laissez-moi développer. Parce que le problème de nous, Congolais, le problème, c'est nous sommes souvent malhonnêtes. Malhonnêtes intellectuellement. La malhonnêteté intellectuelle, on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, le fanatisme. Troisièmement, peut-être qu'on entend quelque chose, donc on améliore l'air. Non. Le gouvernement des soumis-moi aurait dû être défait, démis le 27 janvier de cette année. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 27 janvier de cette année? Goma est tombé. Goma est tombé. Nous serions dans des pays cartésiens. Nous y sommes encore là. Nous serions dans des pays cartésiens. Le Parlement aurait déclenché une motion de défiance ou de censure à l'égard de ce gouvernement. Vous savez, en France, François Hollande, il pouvait bien être candidat. Hein. C'est ce que j'apprécie, hein, les gens qui sont honnêtes. Il a dit non. Tout simplement pourquoi? Il a été élu pour résoudre le problème du chômage. Le chômage ne baissant pas, il a trouvé que c'était indécent, c'était immoral, c'était pas éthique de sa part de solliciter un deuxième mandat, alors que le premier mandat, la promesse faite au premier mandat n'a pas été. Je parle de soumis, moi. Le 27, c'est le président de la République, le 27 janvier de cette année. C'est le président de la République qui aurait dû mettre sa démission sur la table. Au regard de tout ce qu'il avait dit. Au regard de tout ce qu'il avait dit. Mais, et encore, maintenant, là, le président de la République aurait dû déposer ça. Au-delà du gouvernement, c'est le président. On parle du gouvernement. Non, mais laissez-moi, moi je suis. Non, attendez, pourquoi? Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il ne faut pas dire ça. On tue à Komanda. On tue plus de 50 personnes dans une église. Dans une province, en Ituri, où il y a les opérations conjointes, UPDF, FRDC, où il y a le commandant militaire qui dirige l'état de siège. Et les terroristes quittent la brousse et arrivent dans la cité de Komanda et vont à l'église et assassinent plus de 50 personnes de notre pays, nos compatriotes assassinés. Aucune responsabilité dégagée. Aucune. Si on veut dire non, ne parlez pas de ça. Non, le président de la République aurait dû démissionner. Quelle est sa responsabilité? Alors qu'il y a un gouvernement qui doit gérer la cité et répondre aux préoccupations de la population. J'ai déjà dit pour soumettre, moi, déjà la motion de censure aurait dû être déposée depuis. La longévité du gouvernement souminois vous surprend et c'est contre toute attente. Qu'est-ce qui a bien joué en sa faveur pour qu'il soit maintenu jusqu'à ce jour? Je place un mot, vous me coupez parce que vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Laissez-moi dire ce que je pense. C'est mon pays ici, le Congo. Ce n'est pas un autre. Si je le perds, ce pays-là, aucun autre pays du monde ne m'accueillera comme mon pays à moi. Et donc, je vois mon pays sombrer et moi, je vais rester là en train d'applaudir. Non. Non.
Je venais de vous dire ici, depuis janvier, ce gouvernement aurait dû subir une motion de censure. Maintenant, là, ce gouvernement mérite encore une motion de censure à cause des massacres qu'il y a eu en Ituri à Komanda. Ça, sur le plan sécuritaire. Sur le plan des détournements de fonds. Ce gouvernement brille par les détournements de fonds. Vous voulez que je me mette à citer ici? Il y en a tellement trop que l'émission sera trop courte pour citer tous les détournements de fonds publics. Ça, ce n'est pas un gouvernement qui travaille pour le bien-être du peuple congolais. C'est un gouvernement de prédateurs. C'est pour la prédation de la République démocratique du Congo. Et donc, ce n'est pas soumis mois 2 qu'on peut attendre. Ce que nous aurions dû attendre aujourd'hui, c'est ce gouvernement tombe. Au moins, au minimum, au moins, ce gouvernement tombe. Au maximum, que c'est le président de la République qui démissionne. C'est ça qui aurait été bien fait à ce moment, à la place de remanier. Mais ce gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux, n'est pas à la hauteur des défis qui attendent le Congo. Défis économiques, défis sécuritaires, défis sociaux. Ce gouvernement n'a pas été à la hauteur. Donc si le gouvernement n'a pas été à la hauteur, tu l'as dit ici, vous l'aviez dit, pardonnez-moi, que on ne change pas une équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on en a fait quoi? L'équipe qui perd, on change cette équipe-là, non? Et vous avez vu, les Noirs des Kola ont disparu. Ce qu'on appelle communément Lingala, les Makasso. Les esprits, là, les esprits. Ils sont en train de faire de messes noires. On est en train de faire de messes noires. Les Makasso ont disparu. Vous savez, quand vous restez dans les virtuels, les Makasso ont disparu parce que les gens sont en train de faire des messes noires dans l'optique, soit de rentrer au gouvernement, soit d'être maintenus. Donc, irrationnel. Dans l'irrationalité la plus absolue, ce gouvernement ne mérite pas sa place. Soumis-moi 2 n'a pas sa place. Soumis-moi 2 est en faillite. Soumis-moi 1 est en faillite. Vous voulez nous présenter le Soumis-moi 2 pour attendre quoi? J'ai dit, Soumis-moi 2 pour nous l'opposition. Pour moi, Maïbaï, pour nous la CGC, Soumis-moi 2 sera égal à Soumis-moi 1. Mais il y a une solution. On va en venir à la solution. Vous avez suivi Pati Katanga. Ne serait-il pas opportun, au regard de la nécessité, de l'urgence sécuritaire, de changer la tête de la coordination du gouvernement? Parce que pour nombre d'observateurs, aucun bilan ne plaide en faveur du gouvernement souminois 1. Et si ce gouvernement devrait être démis depuis longtemps, ou soumis à une motion de défiance, censure par l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui a bien plaidé en sa faveur? Qu'est-ce qui a justifié qu'il soit jusqu'à ce jour en exercice? Je voudrais tranquilliser Pati, parce qu'il avait donné l'impression de s'adresser aux gens qui sont complaisants, qui cachent quelque chose derrière, etc. Mais s'il y a des hommes politiques dans mon pays, s'il y a des sérieux, je serai parmi les 5. Je me suis beaucoup de faire ces classements, mais bon, depuis ma jeunesse, à l'âge de 22 ans, j'ai suivi une voie et je continue à la suivre. Voilà. C'est très important et je ne suis pas complaisant. Je ne cache pas, je n'attends pas quelque chose. J'ai toujours réfléchi comme ça, mais je suis de l'UDPS. Sache-le. Je ne suis pas maï comme toi. Et que lorsque je défends notre bilan, je le défends, mais je rationalise la défense. Et quel est le bilan à mettre à la tête de ce gouvernement? Je m'excuse beaucoup. Donc, il ne faut plus jamais dire ça parce que je suis parmi les hommes intègres de mon pays. Venez à l'essentiel. Sinon, j'aurais pu être avec vous quand vous étiez au gouvernement. Non, excusez. Venez à l'essentiel. Excusez. J'aurais pu être kabyliste, comme vous l'avez été. C'est très important, mais je n'ai pas pu. Et à l'époque, l'IDPS n'avait rien. Vous devez le rencontrer. Je suis resté sur la même ligne jusqu'au aujourd'hui. Sur les arguments, pas parler de vous, de votre passé. Non. Quel est le bilan qui a à mettre à l'actif de Je suis très sensible par rapport à ma crédibilité. J'ai souffert. J'ai 65 aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de manigance et je n'aime pas qu'on y touche. Parce que c'est ça mon capital. Et si même je n'arrive pas à bénéficier, même mes enfants le bénéficieront. C'est très important. Les challenges, les défis, etc. Non, il ne faut pas avoir toujours avant de parler un des défis, radical. Parlons d'abord du bilan à mettre à l'actif du gouvernement souminois 1. Non, quand même, je suis un homme politique, je suis en train de répondre. Je ne suis pas là pour faire l'évaluation de Souminois. Je suis en train de faire celui qui a nommé Souminois
le gouvernement, il a fait l'évaluation. Et il dit que ce gouvernement-là mérite d'être retouché. Raison pour laquelle il a organisé les consultations. Et c'est comme ça que le conseiller spécial s'en est chargé. Il a reçu, y compris, il a reçu même le groupe à mon frère. Non, il n'y était pas parti. Et non. Ils ont été à contact. Non, nous n'avons pas été. Il ne faut pas raconter des bêtises. Ils n'ont pas été consultés. Nous n'avons jamais été aux consultations nationales initiées par les chefs de l'État qui avaient été réunis par les conseils spéciaux. Nous n'avons jamais été. Ah bon? Donc, vous êtes replié sur vous-même parce que vous n'avez pas voulu donner des idées. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac qu'ils ont été parce que ça vous arrange de dire que j'ai été. Non, je n'ai pas été, malheureusement. La coalition congolaise de la gauche plaide pour le schéma dialogue et CC5O. Je m'excuse beaucoup. Je dis que quand on gère, on a les leviers de la gouvernance, on a des stratégies, on réalise, on fait l'inventaire d'une situation, on s'est dit, bon, par rapport à cette situation, je vais consulter tout le monde si je peux avoir une intelligence additionnelle. Et puis, bon, on propose un gouvernement. C'est vrai que je comprends. Le groupe Apathy, c'est de dire, bon, il faut le dialogue, même si ce dialogue-là, c'est entendu qu'il y aura partage du pouvoir. Et ça, c'est la volonté de 98% des gens qui entendent. Et pour faire la même chose. Parce que la plupart, finalement, qui sont dans ce gouvernement, etc., ont travaillé et ils ont été frappés par des maquetums, des maquettes. Même ceux qui ont répondu aux consultations de Bérandé, c'était pour le même objectif. Bien entendu, mais ce n'est pas pour rien que Bérandé est là, c'est juste pour analyser. Et on ne va pas prendre les gens de manière artisanale. Il faut qu'on tienne compte d'un profil, d'un background. Et c'est ça, justement, la spécificité de cette nouvelle Donc, on retient sur ce plateau, Nobe Yamba Yamba, aucun bilan. Non, le bilan à mettre est à fantastique. l'actif Regarde, du gouvernement souminois 1. Regarde. Ne soyons pas émotionnels. Lorsqu'on est intellectuel, et moi, quand vous m'avez appelé parce que je suis avec Paty, j'estime que c'est un gars qui a une bonne formation. Et que nous pouvons discuter en y amenant des nuances. Parce que lorsque on est intellectuel, non, un instruit en vrac, on n'apporte pas des nuances. Mais les nuances que je vous demande, ce n'est pas avoir un raisonnement radical. Un raisonnement dit où on a réussi, où on a échoué. Non. Lorsque vous faites une évaluation, il y a des secteurs qui réussissent, il y a des secteurs qui peuvent avoir des petits soucis. Encore qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que voilà, on a échoué parce que nous ne sommes pas à la fin du mandat. Excusez. Parle-nous-en. Quels sont les secteurs qui ont pu bien fonctionner sous Souminois 1? Parce que Paty Katanga a dit ici que Souminois 1 égale à Souminois 2. Souminois 1 égale à Sama Lukonde. Sama Lukonde égale à Sylvestre Ilunkamba. Donc, depuis, rien n'a changé dans la gouvernance. Excusez, il y a une nuance. J'étais dernièrement, j'ai visité 6 provinces. J'ai visité la province de Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province de la Chopo, la province de Kabinda, la province du Kassai oriental et la province du Sud-Oubanki. La pertinence de la démarche, c'était une étude d'évaluation de la gouvernance au niveau de la province, identifier des points forts et des points faibles et proposer un certain nombre d'alternatives ou des solutions de réchange. Très clairement, j'ai d'ailleurs la décentralisation qui a été prônée par la Constitution depuis 2006. Jusqu'à aujourd'hui, on est resté 19 ans. On est resté 16 ans sans qu'elle soit très opérationnelle. Aujourd'hui, vous arrivez en province, vous avez le gouvernement provincial, vous avez l'Assemblée, vous avez la société civile, etc. Il y a un travail d'interaction qui se fait. Au-delà de cela, il y a des réalisations dans le secteur, par exemple, de l'éducation. Vous n'avez qu'à prendre le chemin de l'UPN. Jamais dans l'histoire de cette institution où on a réalisé des performances au niveau des infrastructures incroyables. Il faut y aller. C'est un projet qui date. Non, mais et le décaissement des fonds effectué depuis longtemps. Excusez. Si on va dans cette manière de voir les choses, je dis que le Congo est brûlé complètement parce que l'intellectuel est... On peut jeter certes des fleurs à Tshisekedi, mais reconnaissons aussi la continuité de l'État. La gratuité de l'enseignement. Ça date.
Ça date. Oui, mais la Constitution prévoit, l'article 43 prévoit, mais qui a rendu opérationnel? Certainement qu'il peut y avoir des douleurs d'enfantement, mais il faut qu'il y ait des incohérences pour qu'on corrige. Allez, Excusez, vous m'avez demandé, non? Vous voulez arrêter? Les centres de santé, les hôpitaux, les routes, tout le travail qu'on est en train de voir là. Vous savez combien d'argent il faut dépenser par jour pour faire l'assainissement de la ville de Kinshasa? Par jour, pas moins de 2 millions de dollars. Non, mes frères, ce n'est pas parce que Gédéon a fait un détournement, par exemple, d'une somme qu'on veut généraliser sur un régime. Ce n'est pas, j'allais dire, un système organisé par le régime pour voler. Ah non. Et ceux qui prétendent, qui s'engagent à voler. Et quand il y a des détournements, le chef de l'État n'est jamais au courant? Il n'apprend pas? Ou quand est-ce qu'il apprend effectivement qu'il y a des détournements? Et pourquoi il ne prend pas ses distances avec tous ces gens qui détournent? Non. Il y a une répartition des rôles. La gouvernance suppose la multiplicité des acteurs et la répartition des rôles, la répartition des tâches. Et on met en place un système de surveillance mutuelle. S'il y a quelqu'un qui détourne, mais écoutez, qui doit attester les détournements? C'est la justice. Ce n'est pas pour rien que nous avons la Cour suprême, la Cour de cassation, nous avons la Cour constitutionnelle, etc. À différents niveaux d'atterrissage. Le temps doit être équitablement réparti. Et donc, je suis en train de terminer en disant que, sincèrement, Gédéon, ne soyons pas des gens qui neutralisent notre société. Ayons la volonté de pouvoir dire que ça marche, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas entrer dans une logique sceptique, professionnelle de mon frère Paty, qui voit tout en noir. Merci. Et là, c'est un danger public. On a l'impression que lorsqu'on est à l'autre bord ou à l'autre camp, on a une autre lecture de la gouvernance du pays et parfois même une lecture très écorchée de la gestion de l'État. Qu'en pensez-vous en 3 minutes et puis on va passer à autre chose. Sortez dans la rue, faites un sondage auprès des Congolais. Moi, les Congolais, j'en vois tous les jours. Les Congolais dans les Congolais de tous les jours. Peut-être que lui, il ne les voit pas. Il soulève les secteurs, par exemple, de l'éducation. Monsieur le journaliste, savez-vous que les enfants sont allés en vacances sans bulletin carton? Le Congo incapable. Un gouvernement incapable d'imprimer des bulletins carton. Incapable d'imprimer des bulletins carton. Ça montre à quel point notre pays est en faillite. Et ça, ce n'est pas mon invention. Allez dans les écoles sont là. Et même pire, pour nous narguer. Ceux qui sont à l'Est là-bas ont imprimé des cartons, des bulletins cartons, pour narguer le gouvernement de Kinshasa. Et nous, à Kinshasa, incapables d'imprimer des bulletins cartons. C'est la première fois que ça arrive depuis que j'ai été scolarisé à Saint-Pédis d'Ngiringiri à l'âge de 5 ans. C'est la première fois que je constate que l'année est terminée et qu'il n'y a pas de bulletins. Et jusque-là, personne ne tire ses responsabilités. Personne. Et ça n'émeut personne. On vient ici vous défendre que le gouvernement travaille bien, non? Vous le voyez très bien. Non. Si on dit ça, on dit radicalisme. Je vous donne des éléments factuels. Allez vérifier. Maintenant, les Congolais sont en train de nous regarder, yamba. Si vous tenez à votre, comme vous dites, vous êtes l'un des plus... Des hommes crédibles. Non, attendez. Laissez les Congolais vous juger. Oui, mais on me juge. Je vous dis vos paroles. Je vais vous donner un élément. Je donne un élément, par exemple. Dans l'éducation, vous l'avez souligné ici. Les enfants sont allés en vacances sans bulletin carton. Un gouvernement, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Mais il a un problème. Il a un problème d'entendre la contradiction. Laissez-le évoluer. Il a un problème d'entendre la contradiction. Vous me regardez, non, vous m'indexez. Mais ça veut dire que si on est incapable d'entendre la contradiction, ça veut dire qu'on a tout faux. Moi, je vous ai laissé, parce que c'est les téléspectateurs qui doivent vous suivre. Pas moi. Je vous ai laissé débiter, ce que vous vouliez débiter auprès des Congolais. Que le pays va bien. Dites ça aux Congolais. Mais moi, je vous dis, dans l'éducation, puisque vous l'avez soulevé, j'ai dit ici, sans bulletin, incapable d'imprimer des bulletins carton. Maintenant, dans les autres domaines, vous avez épinglé ici. Donc, s'il y a une personne qui fait la corruption, les Congolais vous regardent. Hein? Les Congolais nous jugent aussi. Si ce n'est pas une corruption endémique, systémique, alors il faut me trouver un autre mot. Je peux commencer ici, secteur après secteur. Vous épinglez les détournements des fonds publics. À telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons un ministre là qui est en train d'être jugé. Donc, ça veut dire que les paniers de la ménagère, n'en parlons pas.
La sécurité de notre pays, je vous ai dit le 27 janvier, Goma Bukavu tombé. Mais Patrick Katanga a salué quand même l'effort qui est fait. Ceux qui détournent, ils sont inquiétés et même ils ne sont pas inquiétés. Ils se trouvent devant la justice pour répondre de leurs actes. On choisit comme ça au hasard un qu'on envoie là-bas, mais peut-être c'est un règlement. Ça, c'est le radicalisme. Non, attendez, c'est pas le radicalisme. Hein. Les détournements de fonds, c'est un constat que les Congolais peuvent faire. Et si vous vous dites que ça n'existe pas, c'est votre droit. Non, je n'ai pas dit ça. Mais attendez, je ne vous ai pas coupé, vous êtes fait de m'échanger. Non, mais parce que vous m'échangez. Vous n'avez aucun secteur ici. Vous avez balbutié. Il est revenu à 2 reprises. Vous nous demandez de donner un secteur qui marche. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas un secteur qui marche. Tous les secteurs de la vie nationale sont gangrénés par la mafia. Tous les secteurs de la vie nationale sont gangrénés par la corruption. Tous les secteurs de la vie des Congolais, aucun ne fonctionne correctement. Donc, il a parlé des infrastructures, un point notable à saluer. Ce minu a été au plan et il y a eu des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, aller dans certaines provinces, le PDL 145 territoires est en train véritablement de... Le plus grand projet d'Afrique. Est-ce que ce n'est pas là un signe de progrès? Quand vous vous autodécrétez, Tshisekedi. Quand vous autodécrétez l'homme le plus honnête du monde, les Congolais vous regardent. PDL 145 territoires, c'est soumis-moi. C'est soumis-moi. Il a fait quoi? C'est elle qui a porté le projet depuis le ministère du Plan. Porter le projet, ça veut dire détourner. Il n'y a pas eu de projet soutenu à 100% par le gouvernement congolais. Il n'y a pas eu de détournement là-bas. PDL 145 territoires. Vous avez fait une évaluation. Combien voilà. Mais moi, je vous informe. Gardez votre mal en patience. On va vous revenir et vous aurez à répondre, à balayer tout ça. Donc, j'ai dit ici, par ma constatation, il n'y a aucun secteur qui fonctionne. Il est incapable de me donner un seul secteur. Non, je parle des infrastructures. C'est un point qu'il a relevé ici. Il aurait dû se méfier. Il aurait dû escamoter ces sujets. Parce que les infrastructures, nous n'en parlons pas. Un gouvernement incapable de gérer la circulation routière. Vous savez pourquoi incapable de gérer la circulation routière? Mais parce qu'il n'y a pas de route. Et nous avons ici aujourd'hui pour les infrastructures n'impliquent pas que les routes. Oui, mais dites-moi. Et ce sont des routes de circulation, oui. Il y a aussi les routes des déserts agricoles. Oui. C'est que le gouvernement fait dans certains coins du pays. Il y en a pas. Vous n'arrivez pas à voir et même à apprécier. Si vous avez les routes des déserts agricoles, ça veut dire que vous avez le moyen d'évacuer la production agricole vers les centres de consommation. C'est l'utilité des routes des desserts agricoles. C'est pouvoir évacuer au niveau de la production des produits agricoles et pouvoir les acheminer vers les centres de consommation, vers les grandes villes. Et ça n'existe pas. Regardez comment les denrées alimentaires... Attendez. Mais c'est ce que fait le service national? Non. Mais c'est ce que fait Jacques Kaboula dans le Haut-Katanga? Non, vous prenez un point et vous le généralisez. Mais la vie est intenable à Kinshasa. Et les prix des denrées alimentaires augmentent. Vous parlez de Kinshasa. Mais si on parle du Congo. Kinshasa, c'est le rayonnement. Kinshasa, c'est la capitale, c'est le rayonnement. Si ça ne marche pas Kinshasa, je prends ma main à couper, ça ne marche pas non plus ailleurs. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un paysan de chez nous qui peut prendre ses affaires sur les dos et l'amener jusqu'à Lubumbashi. Ça existe. Mais ce n'est pas ça la solution du Congo. La solution du Congo, c'est qu'il y ait des routes, des desserts agricoles à la hauteur pour évacuer nos productions vers les centres. Et ça ne marche pas, ça. Parce qu'on aurait dû constater cela par le prix sur les marchés. Merci. Il n'y a pas de stabilité de prix sur les marchés. La tendance est à la hausse en permanence. La tendance des prix sur les marchés des produits agricoles, la tendance est à la hausse. Donc, il y a un problème à la production. Il y a un problème de cheminement. Il y a un problème d'atteindre les centres de consommation. Ça, on n'a pas besoin d'aller voir par ses yeux pour comprendre. Nous sommes assez intelligents pour voir ici, il y a la tendance à la hausse. À tout instant. C'est qu'au niveau de la production, il y a pénurie. Allez, Norbert Yamba, 1 minute pour conclure sur ce sujet. Je voudrais simplement... Quelle doit être la prochaine configuration du gouvernement Sumino 1? Est-ce qu'on va composer avec ceux qui ont répondu présents aux consultations à l'appel de Béran de Kolongele? Je voudrais dire ici, Patrick Katanga, que j'aime beaucoup. On s'est toujours affronté, ça c'est évident. Et les problèmes en économie, d'ailleurs, il aime bien l'économie en fait. Les besoins sont illimités. Les besoins sont illimités, c'est comme ça qu'il faut savoir dégager des priorités, construire des séquences au fil du temps
pour qu'on ne soit pas en mesure d'être embrouillé. Nous avons, Pati Katanga, 1450 entités territoriales décentralisées. Nous avons près de 97 villes. Nous avons 145 territoires et 26 provinces. Combien de communes? Vous n'avez pas dit ça. Les communes, c'est 603 communes. Et je voudrais rassurer, mon ami, que c'est un grand pays. Mais quel est le budget? Le budget de notre pays, pour la première fois, nous avons 18 milliards. Encore qu'il faut recouvrer, il faut mobiliser, etc. Et donc, lorsque vous voyez l'ampleur d'un pays qui a tous les problèmes à l'état d'animalité zéro, tous les problèmes sont problématiques. Et donc, quand on regarde le budget, ça ne correspond pas. Et on ne peut pas tout faire à la fois. La France a 67 millions d'habitants. Le Congo a plus de 110 millions d'habitants. Mais la France a 400 milliards de dollars du budget. 3000 milliards, n'est-ce pas, de produits intérieurs bruts. Et le Congo, qui a 110 millions de personnes, avec tous les problèmes à l'état zéro, n'a que 18 milliards. Tu vois? Et donc, si vous demandez au Congo, au gouvernement congolais, de résoudre tous les problèmes pour soit qualifié gouvernement qui a réussi, alors vous vous trompez d'adresse et d'approche. Tout simplement parce que on fait 5 ans, on met en place un programme gouvernemental qui répond à un certain nombre de préoccupations. Lorsque on fait encore 5 ans, il y aura quelqu'un d'autre qui vient avec une approche qui permette véritablement de proposer des solutions additionnelles. C'est qu'on y va graduellement. On ne peut pas dire pour un pays qui a été séquestré pendant plus de 50 ans, et dans un trou béant, vous dites non, vous avez la configuration du prochain gouvernement et sa mission. Et je voudrais vraiment dire que si nous pouvons, et j'aimerais que très prochainement avec Pati Katanga, que l'on soit en mesure de ne pas indexer quelqu'un pour dire « Population, vous entendez ?» Non. Le PDL, 145 territoires. Je m'excuse beaucoup, je n'aime pas parler de moi. Mais j'ai quand même participé, même si on s'attaque à Mme Souminois. J'ai participé plusieurs fois à l'évaluation de ce programme. Ce n'est pas Souminois qui tient l'argent. Il y a des agences qui ont été choisies pour gérer cet argent. Et pour vous, c'est un satisfait? Non, excusez. C'est de l'argent mobilisé à l'interne. Et c'est combien d'argent? Nous avions des élections ici qui nous ont coûté plus d'1 milliard. Le PDL 145 territoires, c'est 1 milliard 660 millions. Donc vous êtes content de la portée du PDL 145 territoires? Non, mais c'est toutes des problématiques problématisantes. Donc vous prenez l'argent. Regarde, vous prenez l'argent, vous dépensez pour les élections, mais vous affectez combien d'argent pour le PDL? Non, mais mon cher ami, je termine par là, sincèrement, Pati. Quand vous voulez reprocher PDL 145 territoires, parlez de ça. C'est que très clairement, vous croyez qu'on a mis l'argent sur le paquet, sur le panier, et il y a quelqu'un qui a géré et qui a bousillé cet argent. Moi, je dis non, c'est pas ça. On mobilise l'argent, on affecte dans le panier, et le peu qu'on a dans le panier, on essaie de réaliser. Mais aujourd'hui, on a atteint 145 territoires. Au moins, il y a une réalisation en termes d'école, en termes de centre de santé. Aujourd'hui, la perspective est aussi d'aller en termes agricole, etc. Donc, sincèrement, il y a des choses qui se font. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Les moyens sont limités. Merci. Certainement que la classe politique, laquelle nous faisons partie, qui a été habituée à une sorte de bourgeoisie. Certes, on a des classes qui se succèdent, qui sont venues d'ailleurs. Et on dit, en manquémologie, je termine, que quand quelqu'un qui a été habitué dans un système, lorsque même on change le système, il a tendance à reproduire véritablement les attitudes, les comportements qu'il a acquis dans un système, jusqu'à ce qu'on va mettre des garde-fous avant de terminer cela. Nous, les classes politiques, l'union sacrée que nous avons, c'est une union sacrée dont il a fait partie. Heureusement qu'il vient de nous quitter. Oui, donc nous disons que, Pati, il faut, les amis avec qui vous avez été toujours en relation, leur dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont visés. Encore que si le président Tshisekedi accepte de pouvoir faire un gouvernement essentiellement avec l'UDPS, on va dire non. Merci. Il est sectariste. Non, voilà. Je veille au on est avec vous.
Et nous sommes avec vous. Changez vous aussi pour que nous puissions réussir le pari. Je veille au respect du temps accordé parce que nous devons évoluer très rapidement. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission. La mission et la configuration du prochain gouvernement. Je n'ai même pas répondu à ta question. Vous avez pris tout le temps pour répondre à d'autres aspects. Je sens la contrariété de mon ami Yamba Yamba pouvoir justifier l'injustifiable. Mais en une minute, que peut-on attendre de ce gouvernement au regard de sa configuration? Que peut-on attendre? J'ai dit ici, Souminois 2 sera égal à Souminois 1. Donc rien à attendre. Il est en train de parler de la santé. Maman y est moi en ce moment. Il y a grève de médecins. Vous avez vu qu'il y a même un médecin qui avait été menacé au niveau de la place Willery et qui a pris la fuite. Les médecins sont en grève au niveau de l'hôpital général de Mama Yemo. Les PDL 145 territoires, on vous regarde dans ces territoires-là. Moi, je n'ai pas fait tous les territoires, mais quelques territoires que j'ai fait, je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire. Que ce soit à Koutou, que ce soit à Malembankulu, que ce soit, je n'ai pas senti ce que vous êtes en train de dire. Je vous laisse la responsabilité. Ils sont en train de regarder et j'espère que votre télévision va arriver jusque-là pour que chacun, dans ces territoires-là, même les gens de l'Union sacrée, les députés de ces coins-là, eux-mêmes reviennent régulièrement pour dire qu'au niveau de leur territoire, il n'y a rien. Mais les députés de l'Union sacrée, mais vous êtes en train de nous dire que tout est fait, tout est OK. Non. Tant mieux, ils sont là pour vous juger. Donc ce gouvernement, Soumi-moi 2, moi, je vous dis que ça sera égal à Soumi-moi 1. Ça veut dire rien attendre pour le peuple. Les détournements de fonds, on n'y mettra pas fin, on ne construira pas les routes et les embouteillages. Comme à Kinshasa, ça va continuer dans les provinces. Donc, je vous dis que ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le dialogue? Il faut le dialogue global entre Congolais. Pour, résoudre les problèmes de la sécurité. Mais le problème n'est pas seulement un problème de sécurité, parce que notre crise est une crise multidimensionnelle. Nous avons un problème de crise de légitimité. Nous avons un problème de crise de gouvernance. Nous avons des problèmes de mafia, nous avons un problème multiforme. Les Congolais doivent se réunir autour d'un forum, tous ensemble, pour esquisser les solutions qu'il faut pour notre pays. Mais tous ensemble, afin de réunifier notre pays qui est la paix, qu'on ne voit plus les massacres comme ça s'est déroulé à Komanda la semaine passée, mais maintenant, qui est la sécurité, qui est la bonne gouvernance. Un gouvernement avec un cahier des charges qui va faire des choses dans le sens d'amener le Congo vers les meilleurs horizons et surtout mettre en place les mécanismes, les réformes pour la CNI, les réformes pour la Cour constitutionnelle, afin d'avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées en 2028. Voilà ce forum-là. Au cours de ce forum-là, dialogue intercongolais. Après Washington, l'accord de Washington, après Doha, le dialogue intercongolais va parachever tout cela. Et en ce moment-là, nous pourrions avoir un gouvernement qui aura l'assentiment de tous les Congolais. Les gouvernements auxquels tous les Congolais vont adhérer. Pourquoi? Pour, 1, la paix, la réunification de notre pays. 2, résoudre le problème de la crise de gouvernance. 3, mettre fin au détournement de fonds récurrents. 3, que ce soit maintenant la préparation des élections 2028, ainsi de suite. C'est ce gouvernement-là qu'on attend. Ce n'est pas Soumi-moi 2 qui est à la hauteur de faire ces choses-là. Merci. On va finir avec le procès contre Kabila. Il s'est ouvert depuis le 25 juillet dernier. La deuxième audience s'est tenue ce jeudi 31 juillet 2025 devant la haute cour militaire mise en cause par le gouvernement congolais pour viol, crimes innommables et déportation de peuple, et j'en passe et des meilleurs. Dans le preuve, la haute cour militaire semble s'appesantir sur sa vidéo, sur son interview accordée en Afrique du Sud, traduite ici à Kinshasa par l'intelligence artificielle. Est-ce que le contour même de ce procès n'étend-il pas donner raison au PPRD qui crie à un procès plutôt politique? Je voudrais, avant de répondre à cette question, apaiser Paty pour dire que chasser les naturels, il y revient au galop. Il y a eu autant de dialogues dans les mêmes circonstances, etc. Il me semble qu'on n'a pas suffisamment avancé. Et les politiciens en ont pris goût. Et ils savent que cet intérêt fertile ou même les graines pourries peuvent bien germer. C'est ça véritablement les dialogues, même si je n'ai jamais été contre les dialogues.
Mais il faut chercher qu'est-ce qu'on veut dans ces dialogues. Vous présentez des choses invraisemblables. Crise de légitimité. Nous sommes déjà en deuxième mandat. Répondez au dernier sujet. Mafia, etc. Et la justice. Vous risquez de vous perdre encore cette fois-ci pour ne pas répondre à cette question. Il faut qu'il soit calme pour comprendre que ce n'est pas ceux qui vont venir au gouvernement qui vont assurer la vraie gouvernance. Parce que la société est multidimensionnelle. Il y a des responsabilités de plusieurs acteurs. Chacun doit jouer sa partition. Et donc, considérer qu'une seule personne va avec sa clé magique pour débloquer la situation, ce n'est pas ça. Et le dire, ce n'est pas être corrompu ou je ne sais pas. Bon, la justice. La justice. On acquise le régime de favoriser la mafia, etc. Et le président est revenu plusieurs fois pour dire il n'est pas encore très d'accord avec la justice parce que la justice est malade. Qui la rend malade? Et c'est un effort, c'est comme ça qu'un leader parle. Et vous, politiques, vous devez être en mesure, comme vous le faites. C'est ça la gestion des contradictions. Le magistrat suprême est un désaccord. Mais c'est le magistrat suprême. Qui rend la justice véritablement malade? Mais la justice, mais nous, je vous ai parlé d'initiance manquémologique. Des gens qui ont pris des attitudes, des habitudes, des comportements pendant plusieurs années et qui ont pensé que lorsqu'on fait son job, c'est là l'occasion qu'il puisse s'enrichir. Et il continue véritablement à construire la même dynamique. Et Kaliba, qui est un grand penseur, nous dit que ces mêmes personnes qui ont connu une succession de régimes avec des attitudes et compagnie, etc., même s'il y a un nouveau régime, ils ont difficile à lâcher leurs attitudes, malgré qu'on puisse mettre des garde-fous. Il arrivera un moment donné où finalement ça va changer parce que le chef de l'État est en train de crier fort pour que finalement les choses changent. Ne n'attendez pas une solution magique. Ceci est une bonne chose pour le pouvoir de traquer Kabila sans preuve. Et dans l'affaire, on y met des millions pour les honoraires des avocats qui défendent les intérêts de la République. La manière où vous présentez les choses, c'est une manière très biaisée de la situation et ça dénote un peu votre état d'esprit par rapport au régime. Répondez à la question sans tomber dans les intentions. Moi, je pense, et nous sommes en train véritablement aujourd'hui de critiquer la justice, et de critiquer, etc. Et même si je suis très d'accord pour qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, c'est difficile que les choses aillent comme se doit. On dit que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Et ça risque même d'augmenter les milieux criminogènes. Mais parce que la justice est indépendante, il faut donner cette opportunité à la justice de prouver. Vous avez dit que moi, c'est juste une photo. Ou bien alors une vidéo qui a été faite, c'est pas d'Afrique du Sud et compagnie, traduite en intelligence artificielle. Ce sont là parmi les éléments de preuve. Alors maintenant, ce sont des gens qui ont été au moins 5 ans à l'université et qui ont appris, et avec une expérience cumulée. Il faut leur donner leur opportunité, encore qu'ils s'assument. Qu'ils s'assument pour élever la nation. Et pour ça, il faut 2 millions de dollars. Mais écoutez, quand on recrute des avocats pour rationaliser les choses, on a besoin de payer les honoraires. Mais moi, je n'ai pas la clé de répartition. Je n'ai pas la clé. On peut nous balancer le document qui nous montre le statistique. Je m'excuse beaucoup. Des honoraires à payer aux avocats qui défendent les intérêts de la République, alors que Kabila, qui est attendu pour présenter ses moyens de défense, n'a délégué aucun avocat. Alors, lui-même n'y est pas. Qui a monté le dossier? Je ne sais pas. Quels ont été les critères de choix des avocats? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas prendre le risque de pouvoir donner des éléments dont je n'ai aucune maîtrise. Mais je voudrais simplement dire les magistrats qui sont là ne sont pas des idiots. Si vous étiez président de la République, oui, seriez-vous d'accord avec cette manière de procéder?
d'accord Quelle que manière? l'on donne 2 millions de dollars aux avocats à titre d'honoraires à ce que le dossier n'ait un secret pour personne. Voilà, moi, si j'étais président de la République, je laisserais la responsabilité à la justice de faire son travail, mais je poserais quels sont les éléments, les rubriques qui déterminent un montant, n'est-ce pas, de 2 millions à remettre, n'est-ce pas, aux avocats. Mais vous et moi, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des éléments d'appréciation par rapport à cette question. Ce n'est pas parce qu'on est complaisant. Moi aussi, je suis en train de plaider pour qu'effectivement il y ait de l'argent. Quand c'est 2 millions, on en a toujours besoin. Alors, sur base de quoi on a accusé Kabila? Quand on ne sait pas fignoler ou construire solidement son dossier. Parce que le premier à l'accuser, c'est son successeur, Félix Tshisekedi, et Kabila, c'est l'AFC M23. Mais la justice peine à trouver des preuves. Mais la justice est libre de pouvoir trancher la situation. Est-ce que le président l'a rappelé pour dire qu'on condamne Kabila? C'est lui le magistrat suprême. Et l'action est menée par le gouvernement dont le chef de l'État et l'exécutif fait partie de l'exécutif. Non. Mais c'est le gouvernement. Mais le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Il fait partie de l'exécutif. C'est un leadership collectif. Il fait partie de l'exécutif. Bien entendu. C'est pour cette raison même qu'il organise le Conseil des ministres. Oui, non. Attention, il dirige le Conseil des ministres. Il préside. Mais les décisions sont du Conseil des ministres. Ce ne sont pas les décisions. Il donne des orientations au cours du Conseil des ministres. Donc, non, il préside, il est modérateur. Et les gouvernements, au travers les différents membres du gouvernement... Il fait partie de l'exécutif. Oui, mais pourquoi avait-il chapeauté les projets 100 jours lors de son avènement au pouvoir? Oui. S'il ne fait pas partie de l'exécutif. Non, il fait partie de l'exécutif, l'exécutif bicéphale. Alors, il est responsable. Non. Il n'est pas responsable. La responsabilité... Il n'est pas responsable. Il est responsable à quoi? Parce que maintenant, Kabila n'est même pas condamné. Kabila n'est même pas condamné. Il est responsable à quoi? Et s'il advenait que l'on a des preuves que Kabila a posé tel ou tel acte et on les condamne, donc il faut condamner les chefs de l'État. Tout celui qui doit être arrêté, comme Pati est en train de démolir pratiquement tout l'arsenal que nous avons mis en place, malgré notre travail harassant. Et on l'arrête. On dit non, c'est les chefs de... Non. Et le Pati, pourquoi il parle? Il sait qu'on ne peut pas l'arrêter. Il sait que nous sommes dans une démocratie. Merci. Mais... à toute sincérité, on a besoin de la paix. Comme on discute avec Pati, c'est qu'ils prennent les décisions. Malgré qu'on est diamétralement opposés. On peut toujours aussi faire attention à ce qu'il dit. Pourquoi pas? Parce que ça permet d'avoir des inputs qui permettent de prendre des décisions stratégiques. Mais il ne faut pas toujours se référer au président de la République. Ce n'est pas un président fondateur. C'est un président du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est composé de ministres qui librement peuvent justement réfléchir avant de prendre une décision. C'est comme ça que comme le ministre de la Communication passe pour donner les conclusions du Conseil des ministres. On va finir avec vous, Pati Katanga. Ces dossiers vous choquent, vous scandalisent, vous revulsent, vous poussent à avoir de pincements au cœur ou... On s'accorde à dire que la justice est mise à dure épreuve et que ce dossier est judiciaire et non politique. Je n'ai jamais été kabiliste et je ne le serai pas. Je ne suis pas dans la démarche de le devenir, mais j'ai resté logique. Vous étiez l'allié, quoi. J'ai resté logique. On ne peut pas avoir un régime en quête de la paix, de restaurer la paix, notamment dans la phase orientale de notre pays, parce que ville de Bukavu, Goma, ça n'échappe à personne que c'est occupé depuis Bunagana. Et dans la recherche de la paix, le gouvernement est allé à Washington, signé avec le Rwanda, Evan Trump. En quête de la recherche de la paix, le gouvernement est à Doha. À Doha pour faire quoi? Pour négocier avec M23 AFC. Soyons logiques. Je veux bien qu'on rencontre toutes les histoires du monde. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a désigné Joseph Kabila comme responsable de l'AFC M23. Et aujourd'hui, dans la quête de la recherche de la paix, le président de la République est à Doha, en train de négocier avec qui? M23 AFC. Alors, cherchez-moi la logique. Au même moment, vous négociez avec ces mouvements politiques, censés être le mouvement politique créé par Joseph Kabila. Vous négociez avec, en quête de la recherche de la paix. Et de l'autre côté, ici, vous montez un procès
Vrai ou faux, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sur le plan de la logique, ça me pose un problème. Si ça ne vous pose, moi, ça me pose un problème. Est-ce qu'on n'organise pas ces procès parce que Kabila n'a jamais assumé ses responsabilités dans la création de l'AFCM 23? Kabila s'en explique que lui-même, il dit que s'il y était, l'affaire ne serait pas là où elle est. C'est Kabila qui l'a dit. On va les dédouaner. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas coupé. Laissez les Congolais me suivre aussi. Laissez les Congolais me suivre. Je ne vous ai pas coupé. Et la décence, les Congolais sont en train de vous regarder. Je cherche un problème de logique. Est-ce qu'on peut négocier en même temps le mouvement supposé être son mouvement et en même temps chercher à faire un procès contre lui? Ce n'est pas une chose et son contraire. Je laisse aux Congolais. Ce n'est pas une chose et son contraire au même moment. Des deux. On aurait de preuves que l'opinion silencieuse ne connaît pas ou auquel elle n'accède pas. S'il y a de preuves, je dis bien s'il y a de preuves contre Joseph Kabila, en droit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. L'opportunité de poursuite. Faisons une chose, une après une. Pour l'instant, nous sommes en quête de la recherche de la paix. Si j'étais le conseiller du président de la République, je lui dirais de ne pas suivre deux chemins à la fois. Nous sommes en quête de la recherche de la paix pour la partie est, la partie orientale de notre pays. Nous devons d'abord atteindre la paix. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent répondre de la justice, deuxième étape. Mais il faut que la justice en ce moment-là ne soit pas une justice qui soit malade comme lui-même l'a qualifié. Moi, je lui aurais proposé, si j'étais son conseiller, deuxième étape. On a fait Washington, on a fait Doha. Deuxième étape, on fait dialogue intercongolais. Au cours du dialogue intercongolais, où il y aura tous les Congolais, y compris Kabila et les Nanga, nous allons lever les principes de la justice pour tout le monde. Le Congo, pendant 30 ans, on a commis des massacres odieux dans notre pays. Il est normal qu'il y ait un tribunal pénal international contre les massacres commis au Congo. Mais sur ce point-là, nous allons tous nous mettre d'accord au cours d'un dialogue intercongolais. Il faut qu'il y ait dans les résolutions la création d'un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo depuis 30 ans. Et dans ce contexte-là de la recherche de la justice, des crimes commis au Congo pendant 30 ans, s'il y a qui que ce soit, Kabila ou qui aurait commis des massacres, mais le tribunal est là pour juger tout le monde. En ce moment-là, le tribunal est impersonnel. Si j'étais le conseiller du président de la République, c'est ce que je lui aurais conseillé. C'est pour ça, alors, parce que la démarche... quel cadre exactement, au moment où on attend l'accord final de Doha, les dialogues à l'interne, est-ce un moyen pour le gouvernement de mettre pression sur Kabila ou une façon de lui dire, voilà, vous êtes poursuivi, vous êtes impérativement appelé à participer au dialogue ou à rejoindre les trains du gouvernement qui est en tractation? Regardez la réaction de ceux qui sont à l'est de notre pays, notamment même AFCM 23. C'est le gouverneur de Kinshasa ne recherche pas la paix. Il n'est pas dans la dynamique de la recherche de la paix. Ce procès-là contre Kabila... La paix, c'est avec tout le monde. La paix, c'est avec tout le monde. Pas qu'avec le M23. Non, la paix, c'est avec tout le monde. La crise est multidimensionnelle. La crise n'est pas que sécuritaire. Et donc, à l'est, là-bas, eux regardent très mal. En même temps, ils sont en train de discuter avec nous à Doha, et voilà ce qu'ils ont dit. S'ils ne donnent pas les gages, nous n'irions pas à Doha. Ça, c'est M23 AFC. Les gages, c'est quoi? C'est l'ouverture à l'esprit de la paix. Et ils considèrent, eux, qu'au même moment, ils font le procès à Kabila. C'est le président de la République démocratique du Congo n'est pas dans la vision de la recherche de la paix. Peut-être que ce procès, peut-être qu'il est utile. Peut-être qu'il est nécessaire un jour. Mais aujourd'hui, ce procès n'est pas opportun. Parce que nous sommes à la recherche de la paix. Quand nous serions nous tous d'accord qu'il faut juger les crimes commis au Congo, à ce moment-là, qui que ce soit sera déféré devant cette justice-là, avec laquelle nous serons tous d'accord pour être jugés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas opportunité, ça risque de saper les efforts qui sont faits à Doha. Ça risque de faire capoter les efforts faits à Doha pour la recherche de la paix à la République démocratique du Congo. En tout cas, voilà, c'est ça notre position. L'IDPS ne met pas ces pays en danger. Parce que le M23 semble reproduire le même projet porté par l'IDPS il y a quelques mois, de changer la constitution pour parvenir à un Congo fédéral. Est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS représente le danger pour cette nation? Nous. Oui, parlons-en. Fédéralisme. Projet porté par l'IDPS il y a quelques mois, le même projet qui est soutenu et porté par l'M23. L'IDPS, certes, avait prévu dans son projet de société le fédéralisme. Vous n'y avez jamais renoncé? On n'a jamais renoncé.
C'est la finalité des finalités. Parce qu'en réalité, arriver au fédéralisme, il faut un entraînement. Beaucoup de gens, nous sommes dans l'antichambre du fédéralisme aujourd'hui. Les M23 portent le même projet aussi, vous soutient dans la démarche. Mais le fédéralisme dans un tel contexte, est-ce que ce n'est pas pour parvenir à l'implosion, à la balkanisation du pays? Bien entendu, et c'est ça leur vision. C'est ça leur vision. La vôtre aussi? Non, notre vision, nous disons qu'il faut Parce que pendant que vous avez porté ces projets, les pays n'étaient pas non plus dans un environnement stable. Nous croyons que lorsqu'il y a fédéralisme, il y a la reconnaissance de l'autonomie constitutionnalisée de la province. En tant que telle, la province aura la capacité de poser des actes de sa volonté, avoir sa feuille de route, avoir son programme, son budget, sa mobilisation, ses moyens d'action. Voilà, ça c'est notre vision. Mais s'il y a des gens qui pensent que à partir du fédéralisme, on va construire la sécession, ça c'est autre chose. Donc le fédéralisme est mauvais quand c'est porté par les M23, mais quand c'est porté par l'IDPS, il n'y a aucun péché. Comment toi tu peux tirer des conclusions comme ça? Non, c'est une question que je pose à Non, c'est pas bon. J'ai beaucoup d'instinct pour vous, mais il faut éviter ça. Donc, le fédéralisme reste le fédéralisme comme étant une technique de gestion, un système de gestion. En tant que tel, il est important. Mais maintenant, lorsqu'on interroge l'âge culturel de notre peuple, lorsqu'on interroge l'âge, n'est-ce pas, la capacité de gestion, de gouvernance de notre peuple, il faut un temps d'entraînement pour arriver à la finalité des finalités, qui est le fédéralisme. Non, nous avons toujours... Bonne ou mauvaise chose? Non, nous avons toujours pensé que le problème du Congo, ce n'était pas la forme de l'État. Les voleurs dans les systèmes unitaires seraient les voleurs dans les systèmes fédéraux. Donc le problème pour nous, nous avons toujours pensé que c'est le Congolais qui doit se remettre en cause et non la forme de l'État. Néanmoins, le fédéralisme, il y a des pays africains qui sont fédéralistes. Il n'y a pas de rébellion là-bas. Mais comment expliquer que l'M23 saute sur ce projet? Mais c'est leur projet de société. On ne va pas leur interdire de réfléchir aussi sur le plan politique. S'ils ont réfléchi que pour eux, le problème s'est posé aussi en République démocratique du Congo en termes de forme de l'État, ils ont le droit. Alors il y a divergence d'objectifs entre le pouvoir central et l'M23. Oui, bon, parce que pour le gouvernement... Convergence plutôt. Pour le gouvernement central, c'est préparer la rébellion. Oui, le gouvernement central non plus n'a pas tort parce que nous sommes en quel moment? Nous sommes au moment où nous sommes en train de connaître des rébellions. Donc on peut penser que cette idée venant de la rébellion, c'est pour diviser le Congo ou balkaniser le Congo. Mais le fédéralisme en tant que forme de l'État ne pose pas problème. Parce qu'en Afrique, on a des pays fédéralistes, les Nigeria et autres. Dans le monde d'Afrique du Sud, dans le monde, on a des pays fédéralistes, c'est la Suisse, les États-Unis. Donc le fédéralisme en soi n'est pas gage de la rébellion. La rébellion, c'est autre chose. Ce n'est pas le fédéralisme qui mène à la rébellion. Ce qui mène à la rébellion, c'est la mauvaise gouvernance. C'est l'insécurité. C'est beaucoup de choses. Dans tout ça, il faudra tenir compte de l'âge culturel dont a fait mention Norbert Amayamba. Merci d'être venu. C'était chaud. Merci, merci Paty. Vous avez bien joué votre carte. Mais nous avons toute une vision. On est à la fin, s'il vous plaît. On est au-delà du timing habituel. Merci à vous d'être passé. On vous retrouve, mesdames et messieurs, avec toute la grande équipe pour un autre numéro sur votre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous et prenez soin de vous.